Happy, happy day, happy work, happy world. Bonjour, Marie-Pierre Demont, consultante, facilitatrice en conciliation, bien-être et efficacité au travail et aussi autrice donc sur un doctorat sur le bonheur. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce 3e volet du cycle Apiculture sur le bonheur, sens, science et conscience. Happy, happy day, happy work, happy world. Bonheur, sens, science et conscience. Je vais évoquer aujourd'hui avec vous l'approche par les sens, ses limites et ses nécessités. Lorsque l'on interroge les grands moines bouddhistes tibétains, ils expliquent qu'ils croient davantage à ce dont ils font l'expérience au plus profond de leur méditation qu'à des résultats d'analyse scientifique. Et les analyses scientifiques de leur côté, neurosciences en l'occurrence, montrent que le cerveau de ces moines en méditation présente en effet des particularités et qu'il est possible que leurs expériences soient aussi vraies que des expériences vécues. Par contre, pour le commun des mortels, ce que nous prenons pour la réalité n'est que la représentation de ce que nous faisons de la réalité. C'est un fait que j'ai eu la chance d'apprendre lorsque j'avais une vingtaine d'années et que je ne cesse, au travers de mes formations ou de mes apports, de transmettre beaucoup. La PNL, par exemple, on nous le dit bien, la carte n'est pas le territoire. Ce que nous prenons parfois pour la réalité à la carte. Et ça, tous les jours, je rencontre des gens qui n'ont pas encore acquis ce principe. Tout se passe en fait comme si chacun observait le réel avec un prisme, un filtre de couleur, des lunettes déformantes et pense qu'il s'agit de la seule manière de voir. C'est tout simple à dire, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas encore ça. Et bien des problèmes déjà de communication se situent à ce niveau-là. Et du coup, la situation est pire quand la personne essaye de faire croire aux autres qu'il y a un filtre différent, qu'il faut absolument voir comme lui, sans essayer les lunettes de l'autre. On appelle ça aussi l'empathie, sans essayer l'empathie. Chacun reste dans ses plates-bandes, dans sa seule vision. Voilà. Autre métaphore pour expliquer la différence entre le réel et la représentation, ce sont Internet regorge de ces images. Je vous en ai mis quelques-uns pour ceux qui peuvent voir dans la vidéo. C'est comme si par exemple nous naviguions du coup dans une ville où chacun avait une carte différente et on essaye de se retrouver. Bien difficile de se comprendre. Voilà, tout le monde connaît peut-être l'image où on voit un animal et certains y voient un canard et l'autre voit le lapin et on peut se disputer longtemps parce que si l'un n'est pas capable de voir ce que voit l'autre, eh bien chacun reste sur ses plates-bandes. Imaginez à présent notre monde si complexe, mais dont la moindre chose, et pas seulement visuelle, possède de multiples interprétations possibles. Bienvenue, c'est le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui fait que nous voyons en premier les défauts d'un visage, ou plutôt le sourire de la personne? Que 2 personnes qui ont passé 3 heures ensemble, l'une va se souvenir seulement d'un bon moment passé avec l'autre, des émotions partagées, mais sera incapable de décrire la manière dont elle était habillée, alors que l'autre va pouvoir dresser un portrait complet de la garde-robe du premier. Ce sont nos filtres, nos lunettes qui forgent nos représentations. Tout notre vécu compose peu à peu ce filtre et forge ainsi nos croyances. Certaines croyances sont positives, elles nous aident à avancer. D'autres, souvent plus nombreuses, sont négatives, elles limitent nos propres actions ou engendrent des conflits avec les autres. Pour le commun des mortels, pour qui n'a jamais fait un travail pour découvrir avec quel filtre il regardait et jugeait les autres et le monde, l'approche des sens est donc insuffisante car trompeuse. Et le bon sens n'est pas toujours le sens commun.
Ce travail donc il peut se faire de deux façons pour essayer de comprendre ces filtres, soit par une approche scientifique, puisque l'enjeu est de construire sciemment une carte d'interprétation des choses, le filtre en quelque sorte avec lequel on va observer ce qui nous intéresse, mais en connaissant les moindres recoins de ce filtre, puisqu'on l'a conçu et que cette conception est transparente. Et l'autre voie est l'approche spirituelle, c'est-à-dire un développement personnel visant à déconstruire ce filtre ou à désamorcer, déconstruire l'ego pour faire apparaître ce que Jung appelle le vrai soi. C'est la voie de l'individuation qu'il a décrite, ou d'autres voies similaires. Ma propre expérience m'a amené à penser que l'idéal est de faire le croisement entre ces deux chemins. Aujourd'hui je suis bonheur. Donc j'ai croisé ma compréhension du phénomène bonheur, voilà, et je l'ai croisé avec cette approche scientifique. Parfois les scientifiques s'en tiennent trop au mental et ils oublient d'aller dans l'approche des sens et voilà. Et alors que l'approche subjective elle est importante. Moi c'est pour ça que je suis allée un peu dans on peut appeler ça l'anthropologie, la phénoménologie ou la spiritualité dans le sens de l'esprit. Aujourd'hui je suis bonheur. Mais cette approche subjective seule, elle ne suffit pas. Avec nos filtres, ce qui fait mon bonheur n'est pas forcément ce qui fait le vôtre. Elle ne deviendra peut-être jamais. Pour arriver à vraiment comprendre ce qu'est le bonheur, il m'a donc fallu réconcilier l'approche de mes sens et de mes raisonnements, car cet aspect est fondamental. Et je l'ai croisé avec celui de centaines de personnes, voilà, aussi bien des personnes qui ne connaissaient rien au bonheur, que des spécialistes qui avaient aussi étudié le bonheur. C'est ça qui en fait la richesse. Aujourd'hui je suis bonheur. Et l'écriture et le récit de vie ou l'analyse des expériences est une des premières choses que chacun peut effectuer, car cela va contribuer à la fois à son bonheur et à la fois à mettre un petit peu en évidence les filtres. Un récit de vie n'est pas suffisant, il faut aussi une relecture de son récit de vie, sans quoi on va s'en tenir à ses croyances ou à ses représentations de la réalité. Pour ça, il faut le passage de l'inconscient au conscient, puis du conscient à l'analyse de ce conscient, par approche réflexive ou par métacognition. Moi, je vous invite à faire, si vous ne l'avez jamais fait, à faire un petit peu ce travail sur votre récit de vie. Dans mon livre, Le bonheur entre l'approche des sens et l'approche des sciences, je décris un exemple de mon récit de vie et comment un petit peu je l'analyse, je le décortique. Mais voilà, je ne vais pas le reprendre ici. Mais sachez que chaque récit contribue à notre évolution de conscience. Chaque évolution de conscience contribue à faire apparaître nos filtres. Et à chaque fois que l'on lève un peu plus le voile, on gagne en autonomie sur notre bonheur. Happy, happy day, happy world, happy world. Donc l'approche des sens, elle doit déjà se croiser avec la conscience. On a plusieurs niveaux de conscience. Au premier niveau, c'est la conscience de son environnement et de son corps. Au second niveau, c'est la conscience introspective, c'est-à-dire la capacité à inspecter mentalement nos pensées, et donc la conscience de nos représentations mentales. Et au troisième niveau vient la conscience de soi. La phénoménologie va plus loin, elle rajoute une conscience phénoménale qui serait présente partout, y compris dans les savoirs théoriques. Tant que je n'ai pas éprouvé un phénomène, il reste extérieur. Je peux par exemple réciter de façon théorique ce que j'ai appris. Ce n'est pas la même chose que d'en avoir fait l'expérience interne. Je suis toujours en projet d'être, je me découvre comme un être de sensibilité, qui perçoit, qui éprouve, et par la réflexion sur moi-même. Or, chaque être humain est animé d'un désir d'être et peut avoir des entrées privilégiées d'appréhension du monde à partir de ses 5 sens ou plus. Et nous verrons que le bonheur est également lié à l'accomplissement de ce désir d'être. Ces niveaux de conscience sont éprouvés, donc sont nécessaires. On en rajoute souvent un supplémentaire qui serait une conscience beaucoup plus globale, beaucoup plus holiste. On relie ça aussi à l'âme. Voilà. Je
je vous montrerai que le bonheur, il contribue aussi à l'évolution de conscience. C'est-à-dire, plus on élargit ces cercles de conscience, plus on a la conscience du monde et de soi qui nous entoure, plus on évolue vers le bonheur, et en même temps, le bonheur nous aide à acquérir ça. Voilà. C'est un petit peu une forme d'ouroboros. Tout ça, il faut pouvoir l'analyser, et en faire en tout cas au moins en avoir des clés de lecture, c'est-à-dire une prise de recul pour vérifier qu'est-ce qu'il y a d'universel dans tous ces phénomènes liés au bonheur, et qu'est-ce qui est de l'ordre du subjectif propre à chacun. Happy, happy day, happy world, happy world. Ce qui fait, un petit exemple maintenant de ce qui fait nos filtres, c'est que nous avons beaucoup de biais cognitifs. Alors je vais vous en partager quelques-uns. Alors on a par exemple le biais de confirmation. C'est une tendance très commune à ne rechercher et à ne prendre en considération uniquement les informations qui confirment nos croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Voilà, j'ai raison. Autrement dit, j'ai raison. Un autre biais, c'est le biais de croyance. Le biais de croyance se produit quand le jugement sur la logique d'un argument est biaisé par la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion. Ainsi, des erreurs de logique sont ignorées si la conclusion correspond aux croyances. Et maintenir certaines croyances peut représenter une motivation très forte. Lorsque des croyances sont menacées, le recours à des arguments non vérifiables augmente. La désinformation, par exemple, mise sur la puissance des croyances. On est envahi maintenant de fake news où il suffit que quelqu'un dise quelque chose sur Internet, c'est relayé sans effectivement, tout se relaie. Et certaines personnes disent qu'elles n'ont plus foi à la science, sauf que la science, elle sert au moins à ça, ou à la vraie information, chercher les sources. Troisième biais, très courant et très important aussi parce que il joue sur le fait que il y a beaucoup de gens qui pensent que le bonheur c'est bisounours, que le bonheur au travail ça n'existe pas, le bonheur et c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est une tendance à donner plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives et à s'en souvenir davantage. Et ce biais de négativité, il a une fonction utile. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans notre physiologie, il est fait aussi pour que nous ayons peur des dangers qui nous menacent, pour notre survie. Mais le problème, c'est que dans une vie normale, si on est envahi par ce biais-là, on a tendance à voir tout en pessimiste. Du coup, il est facile de manipuler des gens avec la peur. La peur de la peur du Covid, la peur de l'invasion, d'une population étrangère, etc. Parce que ça marche bien. Quatrième biais dont je vais vous parler, c'est l'effet Barnum. Le biais de l'effet Barnum, ou on l'appelle aussi effet Forêt, consiste à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même. Les horoscopes jouent sur ce phénomène. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'approche des sens pour le bonheur est essentielle. Il ne faut pas aller dans des choses que théoriques parce qu'on a beaucoup de scientifiques qui ont été que dans le quantitatif et qui ont oublié, parfois étaient trop dans le mental, trop dans leur cerveau gauche et ont oublié tout simplement de descendre sur l'anthropologie, sur les sens, même s'ils interrogeaient des personnes. Mais l'approche des sens, elle a ses limitations. Si on ne l'analyse pas, si on ne va pas voir un petit peu ce qu'il y a derrière, elle ne suffit pas. Aujourd'hui, je suis bonheur. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour ce 3e podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. C'était Marie-Pierre Demont, docteur en sciences sur le bonheur et apicultrice.
Que vous écoutiez ce podcast sur ma chaîne YouTube @apicultrice40 ou sur ma chaîne Spotify Happy Impact, je vous remercie de vous abonner. Je suis aussi sur LinkedIn et de partager la chaîne pour me faire connaître et diffuser au plus grand nombre. Happy, happy day, happy world, happy world. Merci de m'avoir écouté. Alors, je propose aussi des formations, des accompagnements, des interventions en entreprise pour concilier bien-être et efficacité collective. Alors, retrouvez-moi sur YouTube ou sur LinkedIn, Marie-Pierre Demont. Et abonnez-vous!